On l'a dit dès ce matin dans la matinale, ce qui s'est passé hier devant TF1, à mon sens, est sidérant. Rima Hassan, j'ai envie de dire sur un claquement de doigts, est capable de mobiliser 3000 personnes qui sont venues devant le siège de TF1 pour interdire une interview qu'avait projetée LCI, faite par un journaliste remarquable, qui s'appelle Darius Rochebin, qui a posé les questions qu'il fallait d'ailleurs à Benjamin Netanyahou. Madame Rima Hassan est tête de liste numéro 7 sur la liste de la France Insoumise, et avant que cette interview qui avait été enregistrée, je crois, soit diffusée, elle avait tweeté sur son compte X: si Netanyahou s'exprime ce soir sur le groupe TF1, nous lancerons une campagne de boycott contre Bouygues Télécom qui appartient à ce même groupe. Soyons nombreux et nombreuses ce soir devant les locaux de TF1. Nous pouvons et devons gagner. Nous devons parvenir à faire taire un génocidaire. Il n'est pas question que la parole d'un criminel de guerre soit diffusée ce soir. Pour joindre TF1, elle avait donné le numéro de téléphone. Pour écrire un mail à la médiatrice, elle avait également donné le numéro de mail, l'adresse mail de la médiatrice. Bref, c'est une manière de faire pression sur un journaliste, sur une chaîne, de cibler, j'allais dire, de lancer effectivement comme cela des injonctions qui peuvent faire peur. Jamais je n'ai vu cela dans mon pays, jamais en France je n'ai vu cela. Et je le répète, elle est capable, peu de gens sont capables de faire ça, de mobiliser 3000 personnes. Donc vous allez pouvoir réagir bien sûr là-dessus et écouter également cet échange entre Manon Aubry et Marion Maréchal hier sur Rima Hassan. Votre colistière, Rima Hassan, encore elle, toujours elle évidemment. Elle vous intéresse beaucoup, a fait une Madame déclaration. Maréchal, Oui, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle a fait une déclaration. Elle a dit: c'est à l'Élysée qu'on va venir si vous ne faites pas stopper ce massacre. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette déclaration? Moi, je pense que le silence. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous êtes d'accord avec l'appel au sabotage de l'émission de TF1? J'avais une conception de la démocratie un peu douteuse. C'est quoi alors, du coup, parce que c'est quoi la prochaine étape? C'est un attentat en fait? C'est un appel à l'attentat? Non, ça s'appelle des manifestations et aller marcher sur l'Élysée. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup la démocratie, mais en démocratie, on a le droit de manifester, Madame Maréchal. Bon, c'est vrai que il y a une escalade. Et on connaît la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle a été théorisée, c'est tout conflictualiser, tout conflictualiser. Elle a été théorisée il y a une dizaine d'années par Jean-Luc Mélenchon et il n'a de cesse aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, de franchir des étapes. Alors, lorsque Rima Hassan menace d'aller à l'Élysée, on est là-dedans. Alors, ce qui est tout à fait sidérant, c'est que, et vous pouvez voir les vidéos, Madame Hassan a été accueillie comme une star par tous ses supporters. Alors, la France Insoumise n'est créditée que de 5 ou 6%. Il faut aussi le dire et relativiser cela. Mais vous avez des minorités actives, ou en tout cas des supporters, des fans, je ne sais comment les appeler, qui paraissent extrêmement vindicatifs et qui peuvent nous inquiéter. J'ajoute, avant de donner la parole à un auditeur, vous imaginez si c'était le Rassemblement national qui avait appelé à manifester devant TF1 ou France 2 parce qu'une interview ne lui plaisait pas. Vous imaginez ce que serait la réaction ce matin de l'espace médiatique. Or là, c'est un silence que je trouve assourdissant. C'est-à-dire que peu de gens soulignent que TF1, Darius Rochebin, LCI ont été mis en difficulté hier, et même TF1 n'a pas réagi. TF1 a gardé l'interview, bien sûr, a conservé l'interview, mais il n'y a pas de réaction. Donc il y a une forme de peur qui se met en place, et cette peur, elle peut nous interpeller et pour le coup nous faire peur. Nous sommes avec Christian de LFI, et Christian, je voulais votre avis, puisque je vous présente en disant que vous êtes de LFI, puisque vous êtes a priori un électeur de la France Insoumise. Électeur, animateur de groupe et participant à toutes les manifestations contre le génocide en cours. Oui. Mais d'abord, le mot génocide, c'est quoi un génocide? Oui. C'est une volonté d'éradiquer un peuple. Donc c'est ce qui s'est passé, ou une ethnie d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la Shoah dans les années 40. Benjamin Netanyahou hier regrettait, ce sont ses mots, la mort des civils. Il regrettait la mort des Palestiniens. Et il disait que le Hamas était l'objectif. Donc il n'était pas dans cette démarche, c'était en tout cas ses mots. Pour le reste, ce qui se passe à Gaza est une horreur, bien évidemment, que la mort d'un enfant et la mort de civils est toujours une horreur, il faut le dire et le redire.
Et après, le mot génocide, c'est le mot que vous employez. Je ne sais pas s'il correspond à la réalité. Je me permets simplement de signaler ce que disait M. Netanyahou hier. Oui, c'est pas les mêmes propos que j'ai. Moi, ce que je suis en train de voir par rapport aux médias et aux réseaux qui nous donnent des infos sur la bande de Gaza, envoyer des bombes, lâcher des bombes sur une population. Jusqu'à maintenant, depuis le 7 octobre, nous voyons une volonté d'exterminer tout un peuple palestinien. À l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Je suis ni juif, ni palestinien. Je suis simplement basé sur l'humanité. Moi, c'est le but. Je ne tolère pas ce qui s'est fait le 7 octobre. Et je ne tolère encore moins ce génocide qui est en train de se faire. Comment on peut faire le buzz là-dessus? Aujourd'hui, faire l'interview de Netanyahou est une provocation aujourd'hui. On le ressent parce que les gens sont tendus. On est en train de monter un peuple contre un autre. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de fabriquer, ce sont des futurs terroristes sur des sols européens, français, étrangers. Tout ça pour se venger. Et tous ces jeunes qui sont dans la bande de Gaza, qui vont survivre à ces actes horribles. Vous pensez qu'ils vont pas avoir un coin en tête pour se dire on va se venger un jour? Non, mais tout ce que vous dites peut s'entendre, bien évidemment. Ça s'entend, mais personne ne réagit, c'est ça. Non, mais si beaucoup de gens, d'abord beaucoup de gens réagissent. Il est incontestable que le Hamas utilise les civils comme bouclier et rend cette situation inextricable. Oui. Chacun le comprend, chacun le sait. Vous en avez la preuve, là, aujourd'hui, dans la bande de Gaza? On a tué combien de journalistes? On a tué combien de journalistes? Bien sûr, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique sur un sujet comme ça, comme celui-là. Mais c'est pas de la polémique. Non, mais vous me demandez si j'en ai la preuve. Donc, je pourrais vous redire de la même manière, est-ce que vous en avez la preuve? Bon, bien évidemment, vous êtes informés, nous sommes informés, nous lisons, je ne suis pas sur place. Voilà. Donc, j'entends... vous savez, Israël, l'intérêt d'Israël, c'est d'éliminer le Hamas. L'intérêt d'Israël, et vous le voyez bien d'ailleurs... Qui a mis le Hamas en place? Qui a mis ce Hamas en place? Je ne pense pas que ce soit M. Netanyahou, si vous me permettez. Il n'y a pas d'élection depuis 18 ans. Par l'intermédiaire du Qatar, mais ça, qui a financé encore des... Mais ça, c'est encore autre chose. C'est autre chose, puisque ne partons pas dans tous les... C'est déjà des discussions qui sont difficiles. Moi, j'étais simplement sur le travail du journaliste. Sur interview du journaliste. Monsieur Netanyahou, que je sache, vous parlez de provocation... Vous réagissez comme un militant politique, c'est simplement de l'information, c'est du témoignage. Un humain. C'est un témoignage, c'est pas un humain, c'est un témoignage qui était apporté si on avait interviewé avec, je le répète, monsieur Darius Rojma qui a posé des questions, qui étaient d'ailleurs des questions qu'il fallait poser. Quand il lui dit vous tuez des civils, etc. Toutes les questions sont posées. Et moi, je m'étonne simplement qu'en France, on puisse aller devant un organe de presse pour demander, si vous trouvez que c'est bien, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si la société que vous voulez, c'est celle-là, c'est la vôtre, je vous écoute. Vous m'avez dit, c'est une provocation d'écouter, d'interroger Benjamin Netanyahou. Moi, je dis, c'est un travail de journaliste. Et il lui a posé toutes les questions. Ce qui serait pas convenable, c'est s'il ne lui posait pas les questions. Il a fait son métier. D'accord. Ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, on avait interviewé et fait un patati patala avec Hitler. Vous pensez pas que le peuple juif se serait révolté de l'entendre et de le voir? Donc vous voyez bien que on retransmet et on est en train d'essayer de faire le buzz et ça fait une mauvaise réaction aujourd'hui. Mais parce ce sont des peuples tout le monde mélange tout, pardonnez-moi, tout le monde mélange tout, les comparaisons que vous faites. Moi je vois bien qu'en fait toute discussion est difficilement... comment dire, c'est très difficile. Si vous comparez Adolf Hitler à Benjamin Netanyahou, effectivement, l'extermination d'un peuple, c'est quoi? Ce sont exactement les mêmes mots. Mais je vous répète, moi je veux pas rentrer dans cette polémique. Vous considérez que Israël veut exterminer les Palestiniens
Et vous avez Benjamin Netanyahou qui lui dit je vise le Hamas. Et vous devriez dire en préambule, ce que vous devriez dire en préambule, ce que vous ne dites pas, c'est que si le Hamas dit les otages sont libérés, sans doute les bombardements s'arrêtent-ils. Sans doute. Et ça, vous ne le dites à aucun moment. Vous voyez, vous n'en êtes même pas sûr. Oui, évidemment que je ne suis... Mais en fait, c'est les accords qui ont été proposés. C'est les accords qui ont été proposés. Donc vous ne le dites même pas. Le cessez-le-feu immédiat. Le cessez-le-feu immédiat pouvait ouvrir la libération des otages. C'est tout. Le cessez-le-feu... Mais le Hamas ne propose pas. Qu'est-ce que la France insoumise a... la France insoumise a proposé? Mais la France, c'est pas la France insoumise qui peut proposer quelque chose. Vous comprenez bien que c'est le Hamas qui doit proposer le cessez-le-feu ou qui doit dire effectivement, et c'est ce qui a été imaginé d'ailleurs à un moment il y a quelques semaines, c'est-à-dire que si le Hamas, je vous le répète, propose la libération des otages, le cessez-le-feu sera mis en place très rapidement. C'est d'abord les otages, et ça, vous ne le dites pas. C'est pour ça que toutes ces discussions sont très compliquées. Moi, j'essaye d'être le plus neutre possible dans la discussion. Bien évidemment, vous êtes militant. Moi, je ne le suis pas, mais je suis comme vous. Je pense que c'est un drame humanitaire, que la mort des enfants est un drame, bien évidemment, que tout ça pourrait s'arrêter, que le Hamas a aussi les clés pour arrêter cela, et notamment par la libération des otages. Il est 11h45, nous marquons une... Vous avez appelé Pascal. Et avec Christian, nous allons terminer, mais c'est vrai que c'est des discussions... Faut quand même toujours rappeler, Christian, et moi je veux plus polémiquer parce que je vous ai eu plusieurs fois, faut toujours rappeler que Israël a été agressé, que le 7 octobre, Israël a été agressé. Et 70 ans. Pardon ? Depuis 70 ans, alors. Non, c'est la guerre à peu près. Mais en fait, il n'y a aucune discussion possible. Il n'y a aucune discussion possible parce que en fait, ce que vous considérez, c'est qu'Israël n'a pas à être sur place. Voilà, c'est ça votre... Oui, ça va pas, non, mais votre position, dites-le clairement. Non, là, je vous permets pas. Vous me dites 70 ans. D'employer des mots de... Non, mais c'est quoi votre position, alors ? Ma position, elle est sur l'humanité. Non, mais sur Israël, votre position, c'est quoi ? Eh bien, que chacun puisse vivre en harmonie. Mais pourquoi vous dites depuis 70 ans, alors ? Eh bien, la guerre a quand même commencé à peu près depuis 70 ans. Mais vous n'avez, mais les Palestiniens, mais vous le savez bien, les Palestiniens considèrent que c'est dans la charte du Hamas que les Israéliens n'ont pas la possibilité d'être là. Non, mais ça c'est tout l'engrenage. C'est tout l'engrenage. Est-ce que vous me permettez de vous dire... Non. Est-ce que vous me permettez... Et ça sera le dernier mot. Je ne cautionne... Je vous en prie. Oui, tout à fait. Je ne cautionne pas du tout vos propos de ma part. Je ne veux pas entendre parler qu'on veut l'extermination du peuple juif. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je vous demande quelle est votre position sur Israël. Oui, non. Nous, on est basé sur l'humanité. C'est-à-dire la reconnaissance des uns et des autres. Bon. Avec, je vous signale que c'est pas... pardonnez-moi, la Palestine n'est pas sur cette... et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président Macron. C'est-à-dire que le président Macron a dit nous reconnaîtrons... au lieu de s'envoyer des bombes. Je vous répète... Mettons-nous... Mais Christian, je vous répète que la position de la France, c'est de dire on reconnaîtra la Palestine quand la Palestine reconnaîtra Israël. Pour le moment, ça n'a jamais été le cas, je vous le rappelle. Jamais. Eh bien, ça peut évoluer. Alors, juste une petite chose que je voulais dire. L'engrenage de tout ça. Ce que je pense, moi, sur le journalisme un petit peu, dans son ensemble. Moi, j'appelle plutôt... je les appelle plus des journalistes, j'appelle des influenceurs. C'est-à-dire que quand vous avez un sujet avec votre cœur, vous êtes penché plus d'un côté, plus de l'autre, et là, vous basez votre réflexion, Christian, je vous propose de conclure parce que je pensais que ce serait 10 secondes et j'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc, je vous remercie grandement et vous intervenez régulièrement de toute façon sur ce sujet. Et puis l'important, c'est que les uns et les autres puissent donner leur avis. Et c'est effectivement ce qui nous importe. Il est 11h53 et je remercie Christian. Europe 1, Pascal Praud. Et là, la transition que vous me proposez est impossible. Le sujet que je dois traiter, je passe d'un sujet extrêmement sérieux
un sujet tellement dérisoire que je vous propose quand même de marquer peut-être quelques secondes avant d'entamer ce sujet. Et pourquoi pas d'être avec vous, cher Olivier Guénec, pour... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pour évoquer la page Facebook ou pour évoquer... Pour une fois que je regarde pas les messages sur le mais sujet. Non, mais alors c'est vrai que c'est le charme, je le dis, de cette émission, c'est que nous traitons toutes les actualités. D'ailleurs, par exemple, dans les actualités que j'ai repérées aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires que vous n'entendrez nulle part. Un quadragénaire était jugé le mois dernier pour avoir aspergé de peinture orange la façade de la préfecture à Nantes en mars 2023. Et le jugement est tombé hier. Le juge n'a pas suivi les réquisitions et a décidé hier de relaxer le militant écologiste de dernière rénovation au nom de la liberté d'expression. Donc ça s'est passé à Nantes, je le répète, en mars de 2023, donc il y a un an. La préfecture a été aspergée de peinture orange et vous avez une juge qui a dit c'est la liberté d'expression. Bon, il y aura sans doute appel, j'espère que le parquet fera appel. Mais effectivement, si on peut, au nom de la liberté d'expression, ou parce qu'on considère que son combat est juste, asperger une préfecture, en l'occurrence celle de Nantes, mais le même jour, il y avait eu des pots de peinture déversés également sur les préfectures de Lyon et Marseille. C'était une sorte d'action qui avait été mise en commun. Si la justice considère que parce que la cause est bonne, on peut détruire une préfecture ou l'asperger de peinture, bon, je m'en étonne. Je pense simplement que c'est une juge qui a pris une décision, je dirais, politique. La décision est politique. Je ne dis pas que la juge l'a, je dis que cette décision est politique. Donc ça, par exemple, ça fait partie des sujets qui ont été peu traités ou pas traités, que vous ne verrez nulle part. J'ai lu ça dans Ouest France, pour tout vous dire.